Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. Sentez-vous cette odeur? Elle est pourtant reconnaissable facilement. Oui, elle est significative d'un sentiment de chaleur intense. Des fêtes cuisantes. Bon, très bien, j'arrête le suspense. Ça sent le cramé pour les européennes. Le naufrage de la liste Renaissance que le talentueux et distingué chef de l'État va évidemment sauver de toute évidence en s'appuyant sur les prochains rendez-vous diplomatiques de la France. Ne croyez pas que je suis un lèche-botte. Non, je fais très attention au contenu de ma prose. De Bienvenue dans la France Libre, une émission du CNTFCH, car voyez-vous, la junte macronienne s'emploie actuellement à museler les gêneurs et par tous les moyens, y compris illégaux, à voir l'affaire Doyer. Et je vous laisse deviner ce que ça peut être. Marc Doyer, regardez bien sur Internet. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à Bruno, bonsoir à Philippe, bonsoir à Jean-Pierre, bonsoir à vous, messieurs, dames. Soyez les bienvenus. Bonsoir. Eh bien, merci. Bonsoir à tous. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, la cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Effectivement, c'est une phrase que vous connaissez tous et qui s'applique à ce qui se passe actuellement parce qu'il fait pas très chaud et beaucoup de Français n'ont plus grand-chose dans leur frigo, à part un certain Emmanuel Macron dont a parlé Sylvain. Alors, c'est bien de parler de réchauffement climatique, mais bon, apparemment là en ce moment, ça n'a pas l'air d'être le cas. Je pense qu'il fait pas très chaud. Voilà ce que je voulais dire pour commencer une petite actualité climatique. Alors, pour rebondir sur le réchauffement climatique, évidemment, c'est peut-être le réchauffement des cœurs que nous annonce Monsieur Macron lorsqu'il va prêcher pour les élections européennes. Il y met beaucoup de cœur et donc de chaleur, humaine. Donc, c'est le réchauffement climatique, c'est la chaleur humaine. On peut l'interpréter comme ça. Mais de toute manière, ça marche pas vraiment puisqu'on est dans un record de froid en ce moment sur toute l'Europe. Donc là, on enchaîne un peu sur l'actualité. Et malgré tout ça, eh bien, le mois d'avril que nous n'avons pas encore clôturé est déjà d'ores et déjà désigné comme le plus chaud mois d'avril depuis des décennies et des décennies. Alors évidemment, le début du mois a été superbe, c'était une belle partie de printemps, je dirais. Et puis, comme c'est normal au mois d'avril et même au mois de mai, en tout cas sous nos latitudes, eh bien le temps change assez rapidement. Ça peut passer du chaud au froid assez rapidement et c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire un passage du chaud au froid. Mais il n'y a plus de réchauffement dans ce cas-là, donc on ne peut plus parler de réchauffement climatique tendanciel. On est juste sur du pointilliste, c'est-à-dire que régionalement, sur cette Europe que nous connaissons bien, eh bien il y a des variations de température qui ont toujours existé de toute éternité et qu'on nous vende des records de froid ou des records de chaleur. Pour l'instant, on est dans des records de normalité, si je puis m'exprimer ainsi. Voilà. Alors c'est peut-être pour ça, qui sait, que Brigitte Macron s'est mis une couche de maquillage énorme sur la figure pour paraître plus jeune quand elle a été filmée l'autre jour avec Aya Nakamura. Alors peut-être. Oui, allons savoir. Allons savoir. Également dans la suite de l'actualité, si je peux continuer. Et vous vous souvenez peut-être qu'il y a il y a quelques émissions en arrière, nous avions parlé des chiffres que la Grande-Bretagne proposait. Sur la mortalité tout simplement d'une année sur l'autre à période équivalente évidemment en Angleterre, donc en Grande-Bretagne. Et on était tombé sur le chiffre qu'il y avait une augmentation de la mortalité toutes causes confondues de 20%, ce qui est juste énormissime, et 20%, ça s'était jamais vu. Alors évidemment, certains esprits chagrins ont voulu faire le lien entre la vaccination et l'augmentation de la mortalité pendant cette période, d'esprit chagrin bien sûr, dont nous devons pour partie les uns et les autres ici faire partie, faut pas se leurrer, et qui pensent qu'il y a une interaction entre effectivement la vaccination et la disparition prématurée d'un certain nombre de personnes qui ne s'étaient pas fait vacciner dans le but de perdre la vie plus tard. Alors, que croyez-vous qu'il arrive aujourd'hui? Eh bien, évidemment, la Grande-Bretagne s'est calquée sur le reste de l'Europe, j'ai envie de dire le reste du monde, c'est-à-dire qu'elle ne propose plus ces statistiques, elle ne propose plus à la lecture publique les informations relatives à une éventuelle surmortalité. Voilà. Donc comme ça, c'est réglé. On a caché le problème et donc il n'existe plus, n'est-ce pas? Donc ça, c'est un premier point. Et par contre, le gouvernement nie toute responsabilité de la vaccination eu égard à ce qui a été prédit avant, lorsqu'on avait encore la possibilité en Grande-Bretagne de dire ce qu'il en était sur la mortalité. Eh bien, il nie, le gouvernement anglais, britannique,
il nie qu'il y ait un lien de cause à effet. Donc les choses sont claires. Désormais, les choses sont claires. C'est-à-dire que pour ceux qui pensaient qu'il y avait possibilité d'interprétation, c'est non. Il n'y a pas de possibilité d'interprétation. Il y a juste une possibilité de dire que c'est que le hasard et qu'il n'y a aucune raison que ce soit à cause de la vaccination. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, y compris en Angleterre, pays qui, jusqu'à présent, avait une certaine tendance démocrate et qu'il est en train de perdre à vitesse grand V, aussi vite que ce qui se passe chez nous, en France et en Europe en général. Merci Philippe, nous allons visionner l'actualité en images. Alors aujourd'hui, on va faire de la prévention. Comment survivre à une voiture électrique qui explose? L'actualité en images et on se retrouve juste après. Les voitures électriques ont toujours semblé être la tendance du futur. D'innombrables films nous ont fait rêver de véhicules fonctionnant sur batterie et pouvant être rechargés depuis le domicile du propriétaire. Ce à quoi nous n'étions pas préparés, c'est la possibilité que ces engins explosent comme les téléphones portables. Voici comment survivre à une voiture électrique qui explose. Tesla s'empresse de souligner que les incendies sont beaucoup plus fréquents sur les voitures à essence que sur les modèles électriques. Mais quand ces derniers s'enflamment, ce constat n'a plus aucune importance. Faut-il verser de l'eau dessus? Êtes-vous en sécurité lorsque le feu est éteint? Et pourquoi est-il plus dangereux d'être passager? Voici quoi faire si vous y êtes confronté. Étape 1. Sortez. Sortez aussi vite que possible et mettez de la distance entre vous et les flammes. Et si vous êtes un passager, c'est probablement vous qui courez le plus de risques, car le boîtier de la batterie à l'origine des explosions est très probablement sous votre siège. Étape 2. Restez calme. Une fois le feu maîtrisé, n'essayez pas de retourner dans le véhicule. Certains incendies se sont ranimés plusieurs fois en quelques heures en raison de points chauds persistants. Étape 3. Restez sur vos gardes. Il est important de se rappeler qu'une explosion de batterie peut être une menace, même si vous n'êtes pas dans la voiture. Étape 4. Méfiez-vous de l'eau. Si une collision avec un poteau électrique est la cause de l'explosion de votre batterie, ou si vous êtes près d'une ligne à haute tension tombée au sol lors de l'implosion, prenez des précautions supplémentaires puisque votre voiture est toujours électrifiée. Ajoutez un peu de pluie à cette situation et elle pourrait se transformer en un danger majeur non seulement pour vous, mais aussi pour tous ceux qui vous entourent. Et il y en a qui diront vive la voiture thermique, le moteur thermique, et heureusement d'ailleurs. Hein. Bah là, c'est un kit de survie en cas d'accident de ce qui ressemble à une bombe, c'est-à-dire que les effets de cette explosion sont les mêmes que les effets d'une bombe. Je trouve ça absolument terrifiant. Et on a ce monsieur qui nous explique de rester calme. Ben, c'est déjà important de rester vivant. Après, on peut rester calme. Comme disait le chanteur, et pour faire un petit peu d'humour macabre, il disait qui sait quoi faire, c'est le coiffeur. C'est-à-dire, il y a toujours quelqu'un qui est au courant de ce qu'il faut faire dans certains cas. Donc, je dirais pas que les conseils qui nous sont prodigués sont les mêmes que ceux qu'on pourrait trouver dans un institut de coiffure, mais pas loin. Je veux dire il nous recommande en clair de laisser passer l'orage, quoi, tout simplement, ce monsieur. Il n'y a pas de méthode pour éviter l'incendie, il n'y a pas de méthode pour l'éteindre, puisqu'il y a toujours des points chauds. Il n'y a pas de méthode pour rien du tout en fait. Hein. Alors revenons également sur les nombres. Effectivement, il y a plus de voitures atmosphériques à moteur atmosphérique qui explosent et qui prennent feu qu'il n'y a de voitures électriques. Mais j'espère que ce chiffre tient compte de la proportion des deux populations. J'espère que c'est la population équivalente que ce chiffre est donné. Et même si c'est le cas, bah, ça ne rassure pas parce que quand on crée des nouvelles technologies aussi dangereuses et qu'on se dit bah ça ira mieux avec l'amélioration du processus et des procédés industriels, bah, on se dit que les premières personnes qui vont rouler dans ces voitures, bah, elles sont très courageuses. Moi, je les laisse passer devant. Merci. Très bien, on va démarrer avec le sujet du soir. Nous allons vous parler du fonctionnement intérieur du CNT dans le but évidemment d'appliquer une vraie démocratie. Alors nous allons parler des commissions départementales avec le Conseil national de transition français Canal historique. Alors oui Sylvain, on a parlé l'autre jour lors de la dernière émission de l'échelon local, c'est-à-dire avec le remplacement des conseils municipaux par des commissions municipales, avec aussi la possibilité d'avoir des assemblées populaires pour prendre des grandes décisions, comme ça se passait il y a 2500 ans dans la ville d'Athènes, à l'époque de la démocratie qui a duré 140 ans. Donc déjà ça répond aux personnes qui peuvent dire oui, mais ce que vous proposez, c'est utopiste, etc. Ben non, ça s'est réalisé déjà il y a 2500 ans, et ça s'est tellement bien réalisé, même si ça n'a duré que 140 ans, ça s'est tellement bien réalisé qu'on est encore les héritiers de la civilisation grecque
avec tous les grands philosophes, avec l'art, avec les constructions de l'époque, etc. Et la langue aussi, parce que beaucoup de choses dans notre langue française viennent du grec. Quand on parle de philosophie, hein, c'est exactement l'exemple, c'est veut dire aimer la sagesse en grec. Donc en fait, on a nous au niveau du Conseil national de transition français canal historique préparé une structure pour pouvoir démultiplier ce système donc où on n'a plus d'élection, mais où on a donc un tirage au sort de Français volontaires pour pouvoir le démultiplier à un pays de 68 millions d'habitants. Donc ça a commencé par l'échelon local, on en a parlé l'autre jour, et là on va parler de l'échelon départemental. Alors on parle de département, on veut garder l'image du département parce que c'est quelque chose qui est à taille humaine. Parce que quand on regarde le système qui a été créé au niveau des régions, c'est vraiment très important au niveau de la surface. On a des gens qui sont obligés des fois de se déplacer, de faire plus de 200 km pour aller au siège de la région. Ça a créé aussi des doublons énormes parce qu'il a fallu construire des hôtels de région. Il y a l'hôtel du département. Donc, à chaque fois, ça fait énormément de dépenses et énormément de frais. On a les conseils départementaux et on a aussi les conseils généraux, etc. Donc, c'est quelque chose qui fait partie du millefeuille administratif qui a été créé par l'oligarchie depuis 40 ans et qui est complètement stupide. Donc, nous, on reste au niveau du département et on va remplacer les conseils départementaux par 17 commissions qui seront les mêmes qu'au niveau national, qui correspondent aux 17 secteurs qu'on a déterminés au niveau de la vie en société. C'est-à-dire, donc, on a la commission donc santé, on a la commission agriculture, on a la commission sciences, on a la commission culture, la commission éducation, etc. Donc, on a 17 commissions, plus aussi une commission constituante qui fera partie du travail qui sera fait pendant la transition par les Français pour préparer une nouvelle constitution. Et ces 17 commissions, là où c'est très important, c'est qu'elles seront composées de Français volontaires tirés au sort, mais pas seulement des Français, je dirais, qui n'ont pas de rapport avec le sujet concerné. Par exemple, dans la commission santé, on aura des Français tirés au sort volontaires, de base, je dirais, qui n'ont pas de connaissances forcément dans la santé, mais on aura aussi des professionnels. On aura un tiers de Français volontaires simples, on aura un tiers de professionnels de la santé. Alors pourquoi faire venir dans une commission, par exemple santé, des Français qui ne sont pas dans le domaine professionnel? Parce qu'on s'est aperçu, quand on a testé les commissions déjà au niveau du Conseil national de transition français il y a 2 ans, on s'est aperçu que quand on met ensemble des personnes qui ont des connaissances dans un métier, dans un secteur donné, et des personnes qui ne les ont pas, très souvent, les personnes qui ne les ont pas ont des idées intéressantes. Parce que des gens venant de l'extérieur et les choses vues de l'extérieur, eh bien, permettent d'avoir des idées vraiment intéressantes et en même temps de rapprocher les professionnels du peuple, du reste du peuple. Et puis, la dernière chose, c'est que une fois que ces commissions sont constituées avec ces 2 catalogues de personnes, eh bien, l'ensemble de ces 2 groupes pourront se tourner vers ce qu'on appelle des sages ou des sachants, c'est-à-dire des gens qui, dans le département, sont des gens qui ont prouvé par leur vie, par leur activité ou par leur connaissance ou par leur philosophie qu'ils ont apporté quelque chose d'important au département. Donc l'ensemble de ces 3 groupes constituera une commission et c'est ces commissions qui travailleront pour préparer les futures lois en fonction de la situation du département. Et ensuite, donc, tout sera remonté au niveau national parce que les commissions nationales seront composées de membres délégués des commissions départementales. Donc, on arrivera à la fin à des lois qui seront créées, qui seront mises en place, avec vraiment une synthèse de tout ce qui se passe dans la population au niveau de tous les départements. Contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, où c'est l'inverse, où c'est l'exécutif qui souvent ordonne de travailler sur une loi, qui donne un projet de loi, et après les assemblées nationales et Sénat qui se contentent simplement finalement de valider ce que décide l'exécutif. Donc tout vient d'en haut et en plus quand les députés sont pas d'accord, eh ben il existe le 49.3 et ils se gênent pas pour l'appliquer. Donc voilà un petit peu rapidement une image de ce qu'on propose nous pour le peuple français. Oui, je veux bien reprendre la suite. Par rapport à tout ce que tu as dit, qui est vrai évidemment et important, moi ce que je voudrais compléter, c'est que
effectivement, il y a parmi les gens de la santé, des spécialistes évidemment, et qui seront accompagnés de personnes qui, elles, ne le seront pas. Alors, de prime abord, on peut se dire comment quelqu'un qui n'est pas de la santé peut discuter des sujets de santé. Mais dans les sujets de santé, il y a X sujets différents. Il y a même de la logistique. Il y a tout un tas de sujets et qui sont regroupés. Il n'y a pas simplement la connaissance du corps humain et de savoir si on est médecin ou si on ne l'est pas. Il y a eu des ministres de la Santé qui étaient médecins, d'autres qui ne l'étaient pas. Sincèrement, ça n'a pas changé grand-chose. On n'a pas trop vu la différence. Par contre, l'intérêt d'être un citoyen que je vais appeler lambda, sans aucune péjoration, mais qui n'est en tout cas pas un spécialiste de la santé, c'est qu'il est tout simplement un utilisateur de la santé. Et qu'à ce titre, il va pouvoir remonter des informations d'utilisateurs, tout simplement, en disant votre truc c'est bien, mais la carte vitale, j'y comprends rien. Chaque fois qu'il faut que je la recharge, ça marche jamais. Enfin, il va y avoir des remontées de terrain qui vont permettre d'améliorer un processus qui fait que on est des êtres intelligents qui devons en permanence réfléchir à améliorer nos procédés et nos processus. Ça fait partie du jeu de la démocratie. Et ça, c'est un point important. Et puis, je voudrais aussi revenir sur le thème que tu as employé de catalogue. Effectivement, on aura besoin des catalogues, mais non pas simplement de personnes qui sont spécialistes de la question pour faire législation, c'est-à-dire pour faire les lois. On aura surtout besoin de catalogues dans lesquels on ira piocher les spécialistes de l'exécution des travaux qui seront concernés par la loi en question. Et là, je veux sortir un peu de l'exemple de la santé. On peut en arriver sur l'exemple de l'architecture ou sur l'exemple des travaux publics, où il est question de construire des routes, il est question de construire des ponts, etc., etc. Et là, on va travailler sur des catalogues, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des sociétés, des entreprises, des personnes morales, qui se seront préalablement inscrits, un petit peu comme on est dans la liste des consultables par l'État dans les appels d'offres publics. Eh bien, ce sera évidemment le même système, mais avec des systèmes de contrôle qu'on n'a pas aujourd'hui. Voilà. Donc la grosse différence, c'est qu'il y aura des systèmes de contrôle. Contrôle qui seront faits par qui? Par les mêmes personnes tirées au sort, des lambdas, ceux qui ne sont pas forcément des spécialistes de la question. Voilà. Mais qui se feront aider lorsqu'ils auront des questions, effectivement, et qui auront tout pouvoir pour aller chercher, pour aller investiguer. Donc le système du contrôle par les gens du peuple, par les gens tirés au sort et volontaires, c'est quelque chose d'essentiel dans la logique démocratique. Voilà ce que je voudrais dire. Et puis surtout que quand on travaille avec ce type de logique et qu'il y a des améliorations à faire rapidement parce qu'il y a tel et tel problème, bien souvent, ça se résume à l'État interdit de. Alors en France, on est les rois de l'interdiction. Hein. On peut pas passer à gauche, je vous interdis de passer à gauche. Mais est-ce qu'on a une solution pour passer autrement? Non. Simplement, on vous interdit de passer à gauche. Ok, d'accord. Mais on n'a pas trouvé la solution pour faire autrement. Oui, Bruno. Philippe, je voulais aussi rebondir sur ce que tu dis là à l'instant, c'est que le contrôle, il s'effectuera aussi d'une autre façon, c'est que des délégués des commissions départementales seront envoyés auprès des préfets, d'une part, et auprès aussi des juges, auprès de la justice. C'est-à-dire qu'il y aura toujours autour des juges, pour n'importe quelle décision d'un tribunal quelconque, et autour des préfets pour vérifier et pour contrôler et pour faire un contrepoids par rapport au pouvoir du préfet. Il y aura toujours autour du préfet et autour des juges des délégués des commissions populaires qui seront là, enfin des commissions départementales, qui seront là pour vérifier et pour que le peuple puisse contrôler qu'il n'y ait pas un pouvoir qui devienne excessif, notamment au niveau des préfets. Oui, soit ça, soit des débuts de commencement de corruption, on peut tout envisager. Hein. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il faut contrôler. Le contrôle est l'armement non pas de la confiance, dont on n'a pas tellement besoin. Hein. On a besoin de certitude, pas de confiance. Hein. La confiance, c'est quand on part à la guerre et qu'on a confiance dans le Dieu qui nous pousse. Ça, c'est la confiance. Mais quand on veut marcher sur un pont au sens qui s'écroule, là, on a besoin de certitude. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Donc voilà, donc on va avoir tout ça. Tous ces systèmes de contrôle sont là pour avoir des certitudes, en tout cas se rapprocher le plus possible de certitude, c'est jamais 100%, mais de façon à ce que les choses fonctionnent et que dans ce qui a été prévu comme mise en œuvre, eh bien les choses effectivement se déroulent comme c'était prévu. Et si jamais, ça peut arriver, hein, que lors des commissions, toutes les questions n'ont pas été soulevées, il y a des choses qui ont été oubliées et ça peut arriver, eh bien les mises à jour seront faites. Elles seront revotées et elles seront appliquées le plus tôt possible, car en général, ça bloque les travaux d'attendre les mises à jour. Voilà ce que je peux dire aussi. Alors, il faut aussi dire que les délégués des commissions seront rémunérés, évidemment, d'une manière logique et pas d'une manière excessive comme actuellement ça se passe avec les députés français et même encore pire les députés européens. Il y aura une rémunération et je dirais un dédommagement des frais
qui sera là aussi contrôlé, mais par les anciens ou les actuels inspecteurs des impôts. En fait, ça sera contrôlé correctement pour éviter les excès, pour éviter que les délégués qui vont siéger aux assemblées des commissions passent leur nuit dans des hôtels 5 étoiles aux frais du peuple. Donc ça n'existera plus. Et en même temps, ça permettra à des professionnels qui ont déjà des entreprises ou autres de pouvoir être rémunérés pour avoir participé aux commissions. En plus de ça, pour éviter justement que les lobbies interviennent et qu'on rentre dans un système où on peut se faire, je dirais, noyauter par des anciens politiciens ou des oligarques, eh bien, les mandats de chaque délégué ne dépasseront pas une certaine durée qu'on peut fixer à 1 an, voire peut-être uniquement 6 mois. Et ça, c'est pendant la durée de la transition qui durera 2 à 3 ans. Et après, une fois que la transition sera terminée, que la future constitution sera établie, ben à ce moment-là, c'est le peuple qui décidera s'il continue sur cette voie ou pas, et si ça leur plaît ou pas, si ça plaît aux Français ou pas, de continuer à gouverner soi-même le pays sans passer par des représentants ou des politiciens qui ne pensent en général qu'à leur propre intérêt. Voilà, donc tout à fait. Donc, est-ce qu'on a la possibilité dans ce système-là de gagner de l'argent? Parce que j'entends des personnes frémir en disant, mais est-ce que vous nous proposez, c'est le Parti communiste? Non, pas du tout. Ce qu'on propose, et en permanence, c'est le bien public, c'est le travail sur le bien public, qui est différent du bien privé. Donc, nous ne supprimons en aucun cas la notion de propriété, contrairement à Monsieur Klaus Schwab, qui nous explique que demain, nous n'aurons rien et que nous serons heureux. Alors, c'est bien parti déjà avec les voitures, hein, parce que pour acheter une voiture aujourd'hui, il faut avoir beaucoup d'argent, sachant que quand on la prend en location-vente, eh bien, elle est beaucoup moins chère, mais par contre, elle ne vous appartient jamais et vous êtes dans une logique de location permanente à vie d'un objet qui s'appelle une voiture. Vous n'en êtes plus jamais propriétaire. C'est ça l'objectif final, hein. Ça, non, nous, ce qu'on veut, c'est que les gens soient propriétaires. Alors, pas forcément d'un accessoire, si gros soit-il comme une voiture, mais un appartement, évidemment, une maison. Pourquoi pas une entreprise, évidemment. Donc, on va multiplier les démarches d'initiative pour les initiatives pour créer sa propre entreprise, puisque nous allons redonner de l'argent, nous allons réinsuffler de l'argent dans le programme qui va s'appeler le RVB, le revenu vital de base, qui va avoisiner le SMIC actuel. Bon, on l'avait fixé à 1500 euros. J'ai lu récemment que en Martinique, ils sont en train tous de faire grève pour obtenir un SMIC à 2000 euros, plus d'autres revendications. Donc, on sera peut-être plus près de 2000 euros. Je n'en sais rien. Pour l'instant, les chiffres ne sont pas arrêtés. Voilà. Alors par contre, gagner de l'argent, est-ce que c'est possible? Oui, mais ce qu'on veut pas, c'est que l'argent public soit gaspillé, évidemment, puisqu'il y a eu la Cour des comptes, il y a toujours la Cour des comptes pour vérifier si l'argent public est bien employé, mais c'est a posteriori, c'est-à-dire qu'une fois que le mal est fait, si je puis m'exprimer ainsi, et puis une fois qu'on a découvert que le mal était fait, ben ma foi, le gouvernement dit oui, mais c'est indicatif, donc on va pas en tenir compte, et même on va continuer d'augmenter les émoluments de tel ou tel sénateur, tel et tel député, etc. Ce qu'on voit régulièrement, ils se sont votés des augmentations, alors que nous subissons l'inflation régulièrement. Donc ça, c'est moralement pas défendable, et c'est des choses qui seront probablement amenées à être modifiées tout simplement par le peuple. C'est le peuple qui va décider, qui va dire quelle est l'augmentation raisonnable qu'on doit donner à des gens qui travaillent justement dans l'exercice du bien commun, quoi, hein. Voilà. Oui. Est-ce que non, c'est bon, je peux continuer. Donc ben, voilà. Donc ce que je voulais dire, c'est que nous n'avons absolument rien contre le fait de gagner de l'argent, bien au contraire. Chacun dans la sphère privée va être encouragé pour cela avec un don, tout simplement, un don d'argent, hein. Je rappelle que c'est à l'âge de 16 ans qu'on donne le RVB, y compris pour tous les membres de la même famille, parents et enfants compris. Donc ça doit contribuer à redonner la confiance aux individus, de se dire, voilà, je vais pas mourir sur un morceau de trottoir ou dans un morceau d'HLM avec un destin tragique, mais je vais pouvoir faire quelque chose de ma vie dès ma naissance. Et il y aura plus de personnes qui seront bien nées ou mal nées, il y aura que des personnes qui auront la possibilité de s'épanouir en tant qu'être humain, en restant chez soi, sur le territoire de ses ancêtres, et en faisant ce qu'il a à faire de mieux. Alors, après, on redéfinira ce que c'est que le travail, ce que c'est que la plus-value, ce que c'est effectivement que la valeur ajoutée, donc toutes ces notions économiques importantes. Oui, Bruno. Alors, oui, je voulais rajouter aussi que il y a des gens qui vont dire oui, vous allez trouver l'argent où pour financer ce RVB, etc. Bah, tout simplement, ça va remplacer toutes les centaines les dizaines et de milliers d'aides actuelles de toutes sortes qui sont attribuées au compte-gouttes à un certain nombre de personnes après avoir rempli des tonnes de papier. Ça viendra remplacer tout ça.
Donc c'est simplement un basculement des 800 milliards d'aides actuellement données un peu partout vers un seul et unique montant qui sera ce qu'on appelle donc nous les RVB, c'est-à-dire les ressources vitales de base. Et ici on a Jean-Pierre qui est là, et donc moi je vais me tourner vers lui pour dire que une chose, c'est que ce qu'on propose nous au niveau des départements, au niveau des commissions, bien c'est quelque chose qui s'est développé, qui a existé pendant des dizaines de milliers d'années dans les peuples premiers, dans les tribus anciennes et même actuelles, où finalement la gestion de la vie de la communauté se fait en commission et toujours par des cercles de parole et par des réunions où finalement tout le monde arrive pratiquement toujours à un consensus, et ça se fait de toute façon tout à fait naturellement, n'est-ce pas Jean-Pierre? Oui, ça se fait naturellement, et il y a un brassage de différents cercles de parole qui fait que une information peut être connue de tous assez rapidement. Alors, dans le Conseil national de transition français Canal historique, il y a un programme avec une certaine rigueur et une certaine structure. Nous verrons à l'usage comment elle sera améliorable ou comment elle va fonctionner dès le départ. Il y aura certainement des modalités à étudier pour l'application pratique. Il n'empêche que ce programme existe, que je le trouve plutôt rassurant. Avec cette possibilité de voir à l'usage, qu'est-ce qui va se passer. Et à commencer justement par l'usage des mairies, qui sont quand même un bien public. La mairie, elle est à portée de tous les gens d'un quartier. Donc, le nouvel usage pour les rassemblements populaires dans les mairies. J'ai demandé l'autre jour, parce que c'était pas clair pour moi, comment fonctionnaient les projets de travaux publics. À Iota Angelaki, comment ça fonctionnait en Grèce. Donc, la somme allouée à ce projet était définie dans les commissions populaires avec l'aide de différents professionnels qui disaient, voilà, pour faire ce projet-là, il y en a à peu près pour telle somme. Ils se mettaient tous d'accord et ils arrêtaient la somme avant de faire le tirage au sort sur les catalogues. Donc, de toute façon, une entreprise savait qu'elle ne pourrait pas demander plus que ce qui avait été décidé. Et elle s'engageait ou elle ne s'engageait pas. Si elle trouvait qu'elle pouvait réaliser cet ouvrage avec la somme destinée à cet ouvrage, alors elle pouvait s'inscrire sur le catalogue. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe actuellement, et je trouve que c'est plutôt logique de définir dans des assemblées populaires où il y a des professionnels qui peuvent évaluer la somme que va coûter un ouvrage, et à ce moment-là, une fois qu'elle est arrêtée, on ne la change pas, on tire juste au sort des gens qui vont l'exécuter. Voilà, précision que j'ai eue. Jean-Pierre, c'est vrai qu'on a oublié de dire une chose, c'est que les commissions départementales auront une sous-commission qui aura le rôle exécutif, c'est-à-dire qu'elle pourra exécuter, elle aura le rôle de décision pour pouvoir exécuter des projets justement en fonction de ce que tu viens de dire. Alors, oui, je veux bien aussi rebondir sur la notion de département qu'on a un petit peu, pas oublié, mais pas forcément traité jusqu'au bout. Pourquoi les départements? Pourquoi les mairies? Pourquoi au niveau national? Le département, c'est effectivement l'intermédiaire entre les mairies et la nation, enfin, le point national. Et surtout, ces départements, ils représentent les lieux en tout cas, ils détiennent le lieu de la gouvernance de ce qu'on appelle le CNT aujourd'hui, et ce qui sera une démocratie forcément française. Donc, il y a par département une représentation. Alors, on pourrait nous faire le grief que entre une centaine de départements tels que nous en avons en France et les 13 régions, je crois, ou 13 régions en tout cas métropolitaines que nous avons, là on n'a pas fait d'économie puisqu'on a des frais de structure plus importants avec les départements qui sont nombreux qu'avec les régions qui ne sont que 13. Alors ça, c'est un faux débat. C'est un faux débat dans lequel on s'aperçoit que c'est l'inverse en fait. C'est-à-dire que depuis que les régions ont été réduites de, je ne sais plus 15 ou 16, je ne sais plus, à 13,
on s'est aperçu que les frais de fonctionnement de l'ensemble de ces régions avaient augmenté et non pas diminué. Voilà. Donc, Oui, et puis Philippe aussi au niveau du peuple, hein, parce que si on veut que le peuple soit près des lieux de décision, il ne faut pas oublier que les départements ont été créés au moment de la Révolution française pour que pour chaque citoyen, il soit à moins d'une journée de cheval du chef-lieu. Eh bien, nous, là, maintenant, avec les voitures, ça correspond à moins d'une heure et demie à peu près de route pour aller au chef-lieu. Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus proche du peuple que d'avoir une immense région où il faut faire 300 kilomètres pour aller voir l'administration régionale. nous sommes d'accord, c'est un facteur d'agrégation très important, la proximité, effectivement, dont la réduction du nombre de régions administratives en France est exactement à l'opposé. Hein. C'est-à-dire que c'est un facteur d'éloignement des gens, voilà, de division et d'éloignement. Donc voilà pourquoi la représentation départementale est importante. Cet intermédiaire-là, qui est on va dire, c'est le calibre qui va bien. Vous savez, c'est comme les œufs, hein, ils sont calibrés les œufs. Ben là, c'est pareil. Donc le département, il est calibré, comme vient de le dire, Bruno. Il est calibré pour une heure et demie de route sans voiture actuellement. Et c'est très bien comme ça. Voilà. L'oligarchie cherche toujours à éloigner le peuple des centres de décision. Hein. C'est pour ça qu'ils ont mis le centre de décision à Bruxelles et que c'est plus à Paris. Hein. Et donc, quand on parle de souveraineté, on peut pas avoir deux souverainetés, une souveraineté à Bruxelles et une souveraineté à Paris. Hein. Ça tient pas la route. Hein. À tous les niveaux d'ailleurs. Et donc ça, c'est une vaste supercherie dans laquelle on n'aurait jamais dû tomber. Surtout que depuis le référendum de 2005, la France avait dit non. Et donc, c'est suite à la forfaiture de 2008 qu'on est rentré dans ce système dans lequel on ne devait pas être. Je veux bien reprendre la main une seconde avant de la céder à Jean-Pierre pour dire quoi? Pour dire que toutes les personnes qui veulent continuer ou reprendre une simulation ou des travaux pratiques, je préfère d'ailleurs dire travaux pratiques, pour faire comme si on était dans une logique telle qu'on l'a décrit avec le CNTSCH auprès d'un département ou auprès d'une commune, eh bien qu'ils s'adressent à nous, qu'ils nous disent qu'ils sont intéressés pour y participer tout simplement sur sur info.contact@conseilnational.fr, je répète, contact.info@conseilnational.fr. Voilà. Donc, vous signalez sur cette adresse mail que vous êtes intéressé à participer à l'expérience de la démocratie telle que la veut le CNTSCH. Voilà. Et cette adresse mail, vous la trouvez sur notre site conseilnational.fr. Absolument. À Jean-Pierre. Alors, merci beaucoup. Donc, en fait, la vie procède par une sorte de fédération de petits organismes. Et même dans un corps humain, il y a plein d'organes, plein de muscles qui sont autonomes et solidaires. Donc, plus on veut éloigner, comme le disaient Bruno et Philippe, le système décisionnel de la cellule autonome, moins ça fonctionne bien, plus ça coûte d'énergie et plus ça va à la catastrophe. Le but d'un corps humain, c'est que chaque cellule soit autonome et solidaire. Alors, effectivement, il y a une décision qui est prise globalement en fin de parcours. Il n'empêche que chaque organe a son fonctionnement en fonction du fonctionnement du reste. Et donc, cette folie d'avoir supprimé, d'avoir rétréci le système décisionnel à une toute petite partie qui est très loin, c'est antinaturel. Donc, j'en reviens à, quoi qu'il arrive, paix en moi, paix avec vous, et paix pour le monde entier. Le bon sens finit toujours par triompher, même si parfois il prend quelques détours en fonction des barrages qu'on lui met. Alors, bienvenue au bon sens.
Comme je l'ai dit lors de la dernière émission, avec le CNT-FCH, on vous promet la fin des politiciens et le début des solutions. Eh bien, nous venons d'en faire preuve. Le début des solutions, évidemment, c'est la mise en place d'une vraie démocratie fonctionnant comme cela, avec des commissions départementales. Et on va continuer à vous faire la démonstration par les émissions suivantes. Merci Bruno, merci Philippe, merci Jean-Pierre, merci à vous également qui nous suivez. On se retrouve juste avant le week-end, ce sera vendredi. Excellente soirée.